Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour décryptage sur Neworld Info. Après plus d'une semaine de contestation, le président Kenya William Ruto a fermement mis en garde ceux qui voudraient renverser le gouvernement et prévenu que les forces de l'ordre tireraient pour blesser tout pillard 2 jours après de nouvelles manifestations anti-gouvernementales à travers le pays. Mamadou Diouf, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Charlotte. Il était arrivé au pouvoir en 2022. Le président kenyan William Ruto, à son arrivée, avait promis de mettre fin aux violences policières. Mais 3 ans plus tard, le président adopte un ton ferme. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qui a changé? C'est tout le problème parce que Ruto est arrivé au pouvoir dans un Kenya où, il ne faut pas qu'on l'oublie, il y a eu des morts sur des questions électorales au point que la CPI s'était mêlé à cette question. Qu'on ne l'oublie pas. Et à cause de ces violences, quand il est arrivé au pouvoir, effectivement, il avait fait cette déclaration extrêmement forte en disant qu'il va mettre fin aux violences policières. Mais quand on regarde sa dernière déclaration, c'est le président qui demande aux forces de défense et de sécurité de tirer sur les jambes des gens. Entre les deux déclarations, la différence est extraordinaire. Mais ça veut dire que la situation actuelle est hors contrôle? Non, la situation n'est pas hors contrôle parce que de façon générale, quand nos présidents se retrouvent dans une situation où ils savent que dans une contestation, on risque de voir une foule énorme sortir, on a tendance à empêcher la manifestation. Ça, c'est antidémocratique. On doit laisser les gens manifester. Que les gens se rappellent du Sénégal. À chaque fois qu'on a laissé les gens manifester, effectivement, il y a une masse qui manifeste au point que le pouvoir va être dérangé parce qu'à l'international, tout le monde va savoir que ce pouvoir-là, à l'intérieur, est fortement contesté. Mais quand on les a laissés manifester, non seulement ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas brûlé. Quand ils ont fini leur rassemblement, ils ont même nettoyé l'espace où ils ont manifesté. Et après, les gens sont rentrés chez eux. À chaque fois qu'on les a empêchés de manifester, ça a été le bazar. Pneus brûlés, stations attaquées, etc. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que dans les manifestations, que ce soit en Afrique ou en Europe, vous avez des gens qui viennent, qui attendent l'occasion pour piller les magasins. Moi, je ne les appelle pas des manifestants, je les appelle des voleurs. Ce n'est rien d'autre que ça. En Europe, vous avez d'autres qui aiment la violence, habillés en noir, qui sont dans les manifestations, qui sont les premiers à provoquer la police pour que les choses se mélangent, pour commencer leur affrontement avec la police. C'est pourquoi quand quelqu'un organise une manifestation, il a la responsabilité de la gestion de ce caractère pacifique de la manifestation. On nous le rappelle tout le temps, mais en vérité, quand vous regardez dans une bonne partie de nos pays, quelque part, c'est l'État qui est à l'origine des violences au niveau des manifestations, parce que c'est l'État qui empêche à des populations mécontentes de pouvoir exprimer leur mécontentement, alors que depuis 1990, avec les réformes, dans beaucoup de nos pays, la manifestation a été constitutionnalisée. Il n'y a pas d'autorisation à demander. On informe. Mais si on respecte la Constitution, parce qu'on demande tout le temps de respecter la Constitution, on informe, et la police utilisée pour mater la manifestation, avec moins de policiers, on peut encadrer une manifestation pacifique. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et très certainement, comme il se sent particulièrement contesté par les populations, il n'a pas envie que le monde entier sache que dans son propre pays, il est contesté. Mais n'oublions pas qu'il sort d'une autre manifestation. Justement, en 2024, le Kenya a connu des contestations contre des mesures fiscales. Mais quelles sont les raisons qui ont conduit à ce nouveau soulèvement? En fait, il y a plusieurs choses ici. Ils sont en train de célébrer un anniversaire, ce qu'ils appellent le 7-7. Mais en même temps, ils sont en train de contester, puisque après les manifestations, il y a eu des morts. Dans un pays normal, après une manifestation, quand il y a mort, on amène le corps à l'hôpital pour faire l'autopsie. Si c'est quelqu'un qui est mort dans des bousculades, ça devient compliqué de savoir qui est responsable. S'il est mort par balle, c'est que quelqu'un a tiré. S'il est mort par bastonnade, c'est que quelqu'un l'a frappé. La logique voudrait, dans un état normal, qu'une enquête soit ouverte et qu'on puisse avoir rapidement les premiers éléments. Parce qu'on sait qui était où. Parmi les forces de défense et de sécurité, quand ils sont concernés, quand c'est les manifestants, c'est la même chose.
quand ça ne se fait pas, les populations manifestent à nouveau contre la manifestation, contre le fait qu'on ait bastonné des gens, contre le fait qu'il y ait eu des morts. Et on se retrouve encore avec des morts. Mais vous voyez le cycle que ça crée. Lui, la première manifestation avait un caractère économique et social. Les gens étaient sortis parce qu'ils sont fatigués. Et les gens étaient déjà fatigués, ils se lèvent. Le Kenya est dans des problèmes comme une bonne partie des pays africains. Ils se lèvent pour prendre des mesures où on coupe presque la tête des populations et au sommet, on continue la bamboula, on fait la fête. C'est après les manifestations qu'il s'est rendu compte que quand on veut demander aux gens de rationaliser, avant de demander aux gens de rationaliser, il faut toi-même rationaliser. C'est quand il est sorti pour dire on va revoir au niveau du gouvernement ceci, on va réduire le train de vie de l'État, etc. Mais ça a un peu calmé la situation. Mais il est en train de revenir sur tout ça parce que ce que les populations demandaient, est-ce qu'elles l'ont obtenu? Non. Donc les mêmes raisons qui devaient les amener à manifester sont là. Plus maintenant, ces personnes qui sont tombées lors des manifestations, que les manifestants vont considérer comme des martyrs, et ils vont vouloir que, comme on le dit à chaque fois, il y a déjà des gens qui sont morts, on ne peut pas laisser cela passer, il faut qu'on sache qui est coupable de ces décès, et la cause pour laquelle on manifestait, il faut qu'on puisse obtenir gain de cause, parce que sinon c'est comme si les autres sont morts pour rien. La décision d'autoriser les forces de l'ordre à tirer dans les jambes de pillards marque-t-elle un changement de politique ou une escalade dans la gestion même des violences? Non, le premier problème que ça pose, le président de la République, c'est lui qui est le premier responsable de la sécurité des populations. Comment un président peut dire tirer sur les gens? Le rôle des forces de défense et de sécurité quand il y a des pillards, c'est de venir les arrêter. Il n'y a pas, dans le code pénal, il n'y a nulle part où on a dit qu'il faut tirer sur les jambes de quelqu'un. On arrête les pillards, on les amène devant la justice, je l'espère une justice indépendante, qui va faire son boulot. Mais quand c'est le président de la République qui dit de tirer, mais vous imaginez, on donne carte blanche aux forces de défense et de sécurité lors des manifestations. Mais s'ils sont débordés, est-ce qu'ils vont attendre que les gens soient des pillards ou pas? Ils vont tirer même sur des gens qui ne sont pas des pillards. Et malheureusement, comme on l'a vu souvent dans des manifestations, vous avez des gens qui n'ont même pas participé à des manifestations et qui ont perdu la vie. Mais c'est dangereux quand même qu'un président le dise. Et vous avez vu la réaction, ça a soulevé le tollé au niveau des organisations de défense des droits de l'homme et autres pour dire mais c'est quoi ce président? Même si la situation le dépasse, mais qu'il fasse preuve quand même de sérénité. Et qu'il se rappelle de la déclaration qu'il avait eu à faire après avoir pris le pouvoir en 2002 en disant qu'il n'y aura plus de violence policière. Et justement, la dénonciation des organisations de défense des droits de l'homme, et quelle image ça renvoie finalement du Kenya? En fait, ça renvoie une très mauvaise image pour un pays. Vous avez vu ce qui se passe quand il y a manifestation dans un pays, quand la manifestation est pacifique, elle est couverte, ça passe dans tous les médias. Bon, on sait que dans ce pays, le président est gouverné, est plutôt contesté, mais il n'y a pas un pays où le président n'est pas contesté. Ça ne pose aucun problème. Mais quand il y a 38 morts, comme ces dernières manifestations, alors que les organisations de défense des droits de l'homme considèrent que sur une année, pratiquement, il y a 100 personnes qui ont été tuées. Ça devient un problème. Si on devait parler de médecine, ça commence à devenir une épidémie, pour ne pas dire une pandémie. Là, il y a un problème qui se pose en termes de maintien de l'ordre au niveau du Kenya. Il faut que les gens se rappellent que même pendant les manifestations, la torture, le fait de tuer les gens, même quand le pays vote une loi d'amnistie, la loi internationale ne reconnaît pas cette amnistie. Le cas du Sénégal est là. C'est très clair. Ceux qui ont tué les manifestants sénégalais, s'ils sont identifiés malgré la loi d'amnistie, ils vont être jugés et condamnés. Donc ça aussi, il faut qu'on le rappelle au niveau de nos pays. Et c'était au président de la République de le rappeler, d'appeler les populations au calme, de répondre à l'attente des populations s'il est en mesure de le faire. Ou bien de leur dire, on ne peut pas le faire tout de suite. Voilà les raisons. On va envisager de le faire plus tard. Mais dire tirer sur les jambes, ça veut dire qu'on met de l'huile sur le feu, alors que quand un pays est en feu, il faut plutôt verser de l'eau sur le feu. Et quelle alternative ou solution pourrait être envisagée pour gérer efficacement ces actes de violence, d'autant plus que la manifestation se poursuit? La manifestation se poursuit parce que, comme j'ai dit, dès qu'il y a des morts,
la première cause de la manifestation trouve une deuxième cause. On réclame justice. Vous voyez parfois dans les manifestations, ceux qui sont tombés, puisqu'on les considère comme des martyrs, on sort leur photo ou bien leur nom au niveau des pancartes pour demander justice pour ceux-là qui sont tombés au moment des manifestations. Mais quand on rentre dans ce cycle, d'abord il y aura de plus en plus de manifestations. Et quand vous dites tirer sur les gens, mais les manifestants vont avoir tendance à manifester de façon plus violente. Qu'on se rappelle ce que Mandela disait. Il disait qu'il ne faut pas regarder la violence des gens, il faut regarder qu'est-ce qui a amené les gens à cette violence-là. C'est ce qu'il disait à chaque fois quand on lui reprochait d'avoir pris les armes, etc. Il disait, mais il faut regarder qu'est-ce qui a amené les gens à aller prendre les armes. Il ne faut pas regarder la personne qui réagit en oubliant la personne qui a agi, qui est à la cause de la réaction. Mais c'est pourquoi il faut nécessairement essayer de ramener la sérénité dans ce pays. Aucun pays n'a intérêt à se trouver dans cette instabilité avec des manifestations qui aboutissent à des violences, qui détruisent le peu que nous avons, qui blessent des gens, qui amènent des morts, qui amènent des blessés, des handicapés, etc. Mais pour que ça ne se fasse pas, comme d'habitude, c'est la table. Le président doit accepter de s'asseoir avec ceux-là qui manifestent. Leur tenir un langage de vérité. Parce que si vous ne leur tenez pas un langage de vérité, 6 mois après, les mêmes causes vont produire à nouveau les mêmes effets. Et dans quelle mesure est-ce que ces manifestations pourraient-elles influencer la politique du président Ruto ou l'avenir, la stabilité même du pays? Mais ça l'influence déjà, parce que celui qui disait que c'est moi qui vais arrêter les violences policières, quand c'est lui qui dit aux forces de défense et de sécurité tirer, c'est déjà clair. Ça l'influence également parce que quand vous l'entendez parler, il est en train de dire que les gens veulent prendre son pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans les revendications. Oui, mais les manifestants ont également appelé à sa démission. Tout à fait. Mais c'est différent de prendre le pouvoir de quelqu'un. Parce que quand on manifeste en demandant la démission de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec une manifestation où on va aller au palais déloger le président de la République. Et lui, il présente la chose comme ça. Comme si les gens veulent lui retirer le pouvoir. Ça augmente la situation de crise, alors que c'est comme ça se fait. Quand on est mécontent, on réclame la démission de la personne qui est à l'origine de ce mécontentement, qu'il soit ministre, qu'il soit président. Ça ne veut pas dire qu'on aura la réponse qu'on veut, mais ça fait partie tout simplement des revendications. S'il ne prend pas ces revendications en compte, s'il ne le prend pas au sérieux, il risque de vivre ce que beaucoup de présidents ont vécu. Quand ça sera trop tard, il viendra à la télévision nationale pour dire « je vous ai compris ». Les gens lui répondront « c'est trop tard ». Et la situation, en tout cas pour le moment, se dégrade. Quelles conséquences sur l'économie nationale? Quand les manifestations existent quelque part, le premier réflexe des commerçants, c'est de faire quoi? C'est de se protéger. Parce que souvent, en termes d'assurance, on n'est pas allé à un certain niveau, et même les assureurs ne sont pas fous. Quand ils signent leur contrat, ils s'organisent pour ne pas mettre dedans ces questions-là. Donc, ceux qui font l'économie vont se dire, mais attendez, si je ne peux pas vendre et gagner de l'argent, au moins, je garde mes marchandises, je garde mes produits pour qu'ils ne soient pas détruits. Mais quand on ferme pendant une journée sans vendre, ça fait avancer l'économie ou ça fait reculer l'économie du pays? Si le nombre de manifestations se multiplie, mais vous allez voir à la fin du trimestre, puisqu'on fait des rapports trimestriels sur le PIB au niveau de nos pays pour voir comment ça se passe, on va ressentir que les manifestations ont agi sur l'économie. La deuxième chose, nos pays sont toujours à la recherche d'investisseurs. Qui va venir investir dans un pays où quand les gens sont fâchés, on casse tout, on brûle tout? Mais les conséquences sont terribles pour nos pays. C'est pourquoi, quand on est dans ces situations de crise, ce n'est pas le moment de hausser la voix pour montrer que c'est moi, j'ai la force. Le président n'a pas la force. C'est le peuple qui a mis les forces de défense et de sécurité à la disposition du président. C'est ça la réalité. Ça ne doit pas être utilisé contre les populations. Mais souvent, c'est l'autre aspect qu'on utilise. La loi va être respectée. Si les gens ne respectent pas la loi, on donnera aux forces de défense et de sécurité ordre pour obliger les gens à respecter la loi. On va dans une confrontation où, pour nos pays, mais c'est une perte énorme sur le plan économique, et nos nations qui ne sont pas encore véritablement des nations très soudées, on recule à tout point de vue avec ces manifestations. Et quelles sont les clés pour sortir de cette crise grandissante? Il y a plusieurs choses. La première chose,
si nous sommes des républiques, si nous sommes des nations, si nous sommes des démocraties, il faut qu'on respecte la liberté de manifester. Et quand je dis la liberté de manifester, je parle de manifestation pacifique parce que le principe de la manifestation, c'est la manifestation pacifique. Si ce n'était pas le cas, on n'allait pas le mettre dans la Constitution. Ça, c'est le premier aspect. Parce que ça évite déjà la situation que l'on voit dans beaucoup de pays. La deuxième chose, il faut que nos États acceptent que les populations, quand elles ne sont pas d'accord, elles ont le droit, pour ne pas dire le devoir, de l'exprimer. Et ils devraient prendre ça comme étant plutôt une alerte pour redresser la barre, au lieu de considérer que c'est des gens qui sont contre le pouvoir en place. Mais quand on prend ces deux éléments et qu'on fait en sorte qu'il y ait un dialogue permanent dans nos pays, mais on peut vivre dans la stabilité comme d'autres pays vivent dans la stabilité. Et les crises, elles se multiplient finalement sur le continent. Oui, j'ai pas envie de dire c'est normal parce que pour moi une crise c'est pas normal. Mais quand vous regardez les causes de la crise au Kenya, je ne parle pas des décès qu'on a ajoutés dans le problème. Mais quand vous regardez les causes sociales, les causes économiques, quel est le pays africain qui est sorti de ces causes sociales et de ces causes économiques? C'est-à-dire les mêmes causes au Kenya se retrouvent ailleurs et ça peut produire ailleurs également les mêmes manifestations. Il y a eu 3 morts au Sénégal il n'y a pas longtemps. Ce n'était pas des manifestations de tout le peuple, mais c'était des manifestations à caractère plutôt local, de populations qui n'étaient pas d'accord avec une autorité locale ou avec une action qu'on voulait faire dans leur localité. On n'avait pas dit aux gens de tirer sur les populations. Mais il y a eu mort d'homme. Mais la mort d'homme a engendré des manifestations encore beaucoup plus fortes et beaucoup plus violentes. Parce que les gens considéraient qu'on pose des revendications, on ne nous écoute pas, pire, on nous tue. Alors que, comme j'ai dit, le pouvoir, on le détient du peuple. Les forces de défense et de sécurité, leurs armes, c'est le peuple qui l'a mis à leur disposition. La logique voudrait qu'on puisse manifester sans pour autant que ça aboutisse à des morts et des blessés. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.